10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire alors une nouvelle vidéo qui était pas prévue pour vous parler un peu d'un top 10 que j'ai réalisé et que j'ai mûri à ces derniers jours par rapport aux grands classiques de la WWE, et qui pourraient même être des grands classiques du catch. C'est pas spécifique à la WWE. Mais c'est vrai que la WWE aime bien avoir ses marottes, ses lubies, et on retrouve pas mal de choses dans les différents shows weekly notamment, ou ça peut être aussi un pay-per-view, mais c'est surtout dans les weekly. Ça dépend ensuite de la situation, mais c'est vrai qu'on a pas mal de scènes qui reviennent régulièrement et qui me feront toujours rire parce que souvent ça frôle l'incohérence et moi ça me fait bien rire. Je sais, c'est du catch, mais ils ont quand même toujours leurs grandes habitudes et ça marche chaque année, chaque semaine, à chaque show on y a droit et c'est toujours la même chose. Et à la fin, voilà, je trouve ça drôle. Donc j'avais envie de vous faire un petit top 10. Bien entendu, comme tout top 10, c'est très subjectif. Et bien entendu, ce classement est largement incomplet. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres choses auxquelles vous auriez pensé et auxquelles moi je n'aurais peut-être pas pensé. Ou alors que je n'aurais pas jugé digne de figurer dans mon top 10. Justement, ça sera l'intérêt aussi de cette vidéo, ça sera de commenter aussi en bas de la vidéo, de commenter ce que vous aurez ce que vous auriez ajouté dans cette vidéo. C'est tout l'intérêt de la chose. Alors, on va procéder, comme tout top 10, par ordre décroissant, donc du 10e au premier, et je vous le dis tout de suite, j'ai ajouté aussi pour le plaisir, pour le fun, un bonus, un petit bonus que j'ajouterai après le numéro 1. Un bonus que je n'ai pas spécialement classé parce que il m'est venu après en fait. J'avais déjà mon top 10 en tête et ça m'est venu après, donc j'avais pas envie de le mixer avec un autre. Puisque c'était très spécifique, j'ai préféré du coup en faire un point bonus. Alors, le numéro 10, c'est la feud de tag team. C'est-à-dire que on fait d'abord des matchs simples entre chaque membre des deux teams, à chaque fois qu'il y a une feud entre tag team. Dernièrement, par exemple, on l'a vu cette semaine, entre les Usos et les New Day, on a vu Xavier Woods qui a affronté Jey Uso, et on a vu très très souvent aussi des matchs simples entre les différents membres de Cesaro et des Hardy Boys, par exemple un Cesaro versus Jeff Hardy, voire aussi de multiples matchs, que ce soit en match simple ou en match par équipe, entre les membres d'un Money in the Bank Ladder match qui allait arriver. Comme on a pu le voir cette année, on a vu par exemple un match 3 contre 3 en classique entre les 3 Faces et les 3 Heels, Corbin, Ziggler et Owens contre Nakamura, Zayn et Styles. Bien entendu, tout cela est fait pour mieux vendre le pay-per-view, nous donner envie de le regarder, et déjà commencer sans qu'il y ait de vraies confrontations directes, en tout cas nous donner un petit élément en nous donnant envie, au lieu d'avoir en attendant un match 2 contre 2, on va avoir un 1 contre 1 dans toutes les combinaisons possibles. Voilà un grand classique de la WWE. Ce n'est pas, on va dire, quelque chose de très très drôle, ce n'est pas quelque chose de très d'extraordinaire. C'est pour ça que je ne l'ai mis qu'en 10e position. C'est, on va dire, un petit tour de chauffe
Voilà, et ça vous permet aussi de comprendre un peu mieux l'idée de ce top 10. On passe au numéro 9. Alors ça, c'est très actuel, encore une fois. Ce sont les tag teams qui split pour ensuite feuder entre elles. Alors ça ne date pas d'hier. C'est un très grand classique. Et ce n'est pas qu'à la WWE, hein, bien sûr, qu'on peut voir ça. Pêle-mêle, allez, j'en ai plein à vous dire. On a les Rockers. Voilà, ça c'est inoubliable. Le barbershop, personne n'a oublié, entre Shawn Michaels et Marty Jannetty, qui a débouché donc sur cette feud après. Crime Time, JTG et Chad Gaspard aussi, qui avait splitté et qui avait feudé un petit peu après. Soft, voilà, là on est en plein dedans. Plein d'actualités. Enzo Amore et Big Cass qui ont splitté. Les Primetime Players aussi, bien entendu, hein, Darren Young et Titus O'Neil. DIY, bien entendu, hein, personne n'a oublié DIY, hein, ça a été un déchirement pour un grand nombre de fans. Golden Truth aussi, dernièrement, hein, ça c'était un peu moins déchirement par contre. Les Hardy Boys, dans le passé, on a eu souvent aussi une feud entre eux. Possiblement, et c'est pas fini, on aura possiblement peut-être les Hype Bros, hein, Mojo Rawley et Zack Ryder, hein, ça a l'air aussi pas loin du split. Voilà, en tout cas, énormément de feud. Et en général, le résultat n'est pas fameux quand même. Hein. Ça permet en général de lancer la carrière solo d'un homme en particulier, hein. Quelqu'un qui ressort un peu du lot. Donc là, on va la voir avec Big Cass, on va voir ce que ça donne. Mais en général, hein, le résultat est pas terrible. Et on peut dire que le plus grand bénéficiaire de ce genre de procédé, hein, ça fut très probablement Shawn Michaels, bien entendu, puisque une fois qu'il avait splitté avec Marty Jannetty, hein, ça a lancé sa carrière solo, et puis voilà, maintenant on ne présente plus la carrière de Shawn Michaels en lutteur solo. On passe au numéro 8. Alors, là aussi un très très grand classique, qu'on retrouve aussi bien dans les TLC matchs, dans les Money in the Bank ladder match, ou bien les ladder match tout simplement. C'est le fait de placer une structure quand un lutteur commence à mettre un échafaudage de table notamment, ou placer une échelle à cheval entre le ring et la balustrade par exemple. Forcément on se dit, lorsque cette structure est placée, qu'elle va être utilisée à un moment donné du match. On peut même aussi ajouter une petite variante, c'est aussi le coup de la protection du coin, hein, qu'on retire. Lorsque la protection du coin est retirée, on peut se dire, voilà, à quasiment 100%, que quelqu'un va se retrouver la tête la première contre la protection, enfin contre le coin dont la protection aurait été retirée. C'est un peu la même chose. Donc voilà, donc ça c'est un grand classique, hein, des matchs de table ou bien d'échelle, hein, donc la structure qu'on place avec des tables à l'extérieur du ring, voire parfois sur le ring, hein, ça peut arriver aussi. Et forcément, donc à un moment donné du match, qui est pas forcément immédiat, hein, mais ça peut arriver bien plus tard, la structure va finir par servir et un lutteur en sera la victime. Et d'ailleurs, c'est plus souvent le monteur de la structure, hein, celui qui est l'instigateur de tout cela, qui goûte à sa propre médecine à l'arrivée. Hein. Ça arrive souvent que ça se retourne contre lui, l'arroseur arrosé. Alors je vais pas vous lister tous les matchs, hein, où cela arrive, parce que sinon ça prendrait la nuit entière. Et de toute façon, cela arrive à pratiquement tous les matchs de ce type, hein, de ce genre, hein, TLC, MITB ou ladder match. Bien sûr, on peut mentionner tout de même les TLC matchs entre Edge and Christian, les Dudley Boys et les Hardy Boys, hein, qui sont juste des modèles du genre. Voilà, je vous invite juste à les regarder, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé. C'est du très grand classique. On passe au numéro 7. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est encore beaucoup d'actualité et j'ai l'impression d'en parler tout le temps lors de mes pronostics et même de mes débriefs de pay-per-view. C'est de prolonger les rivalités par une fin pourrie. Que ce soit des comptes à l'extérieur, disqualification ou finish pas très clean. On l'a vu récemment avec les Usos
et au Money in the Bank et Alexa Bliss à God Balls of Fire, qui ont préféré sortir du ring et se laisser décompter à l'extérieur comme des mauviettes, et du coup qui ont tué le match et qui nous ont tué le plaisir. Voilà, tout simplement. On a vu dans un autre style Neville à plusieurs reprises avec Austin Harris, hein, avec Neville qui aveugle Harris, qui tire le maillot de l'arbitre, et comme on l'a pu le voir aussi à God Balls of Fire, Neville qui donne un coup de pied dans les cordes pour appliquer de la pression sur les parties intimes d'Otozawa. Voilà, que des petits coups bas comme ça, donc des choses un peu pas très clean, pour prolonger la rivalité, ce qui en général donc ça permet de faire un rematch, hein, derrière, voire une belle, voire encore davantage, et donc d'étirer la rivalité sur plusieurs mois, et donc sur plusieurs pay-per-view. Bien entendu, le risque en faisant tout ça, c'est de vite lasser le public, hein, et en général c'est ce qui se passe, hein, avec par exemple Charlotte Sasha Banks, hein, on en a soupé des Charlotte Sasha Banks. Cesaro et Hardy Boy c'était pareil, ou bien aussi Ambrose contre le Miz. C'est une fâcheuse habitude, hein, mais probablement, hein, quelque chose d'incontournable, hein, puisque si on a envie que la WWE nous raconte une histoire entre deux rivaux, deux lutteurs rivaux ou deux équipes rivales, forcément il faut bien prolonger cette rivalité et faire quelque chose qui dure un petit peu. Donc forcément il faut trouver un stratagème, et pour cela on utilise la ruse ou on va dire le manque de sportivité, de fair play de la part du lutteur heel, parce que en général c'est plutôt le heel qui procède à ce genre d'agissement. On passe au numéro 6. Alors ça aussi, encore quelque chose qu'on vient de voir à Great Balls of Fire. Ce sont les Iron Man match, où tout se joue à la dernière seconde, ou en tout cas tout peut éventuellement encore basculer à la dernière seconde. On l'a vu donc avec Cesaro et les Hardys, lorsque Jeff a tenté de couvrir Cesaro, sauf qu'il ne restait plus assez de temps, hein, pour faire le tomber, hein. On l'a vu aussi lorsque Sasha Banks a abandonné à Roadblock dans un Iron Man match aussi, hein, contre Charlotte. Elle a abandonné alors qu'elle menait 2-1 jusque dans les toutes dernières secondes, hein, alors qu'elle avait juste à se serrer les dents, hein, pour garder son titre, et elle a craqué dans les dernières secondes sur un figure 8 de Charlotte. Et si je reviens plus loin en arrière, comment ne pas évoquer, hein, le match mythique, hein, qui est en illustration actuellement entre Bret Hart et Shawn Michaels, qui aura duré quand même 1 heure, voire même un petit peu plus avec l'overtime, et qui s'est terminé en plus sur un 0-0 avant les prolongations. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à 35 secondes de la fin? Bret Hart contre Shawn Michaels avec un sharpshooter jusqu'au bout du chronomètre, et finalement Michaels n'abandonne pas, et on connaît la suite. Michaels s'imposera ensuite dans l'overtime, en peu de temps d'ailleurs. Ce qui me fera toujours rire dans ces Iron Man match, hein, c'est que chaque lutteur quand même dispose d'un temps quand même très important, hein, pour marquer des points, mais au final tout se joue toujours à la dernière minute. Ils ont branlé quoi les mecs juste avant, quoi. Alors évidemment tout est fait pour que le score finisse par s'équilibrer en fin de match, même si on peut parfois avoir des écarts de 2 voire 3 points durant le match, mais au final le lutteur qui est mené au score nous sort toujours un comeback et arrache l'égalisation de façon héroïque, hein, comme on a pu le voir notamment avec les Hardy Boys, hein, qui étaient menés 2-0, qui sont revenus aussi ensuite à 2-2. Voilà, ça c'est un grand classique. C'est même pas à 2-2, je crois que c'est revenu à 3-3 finalement. Un grand classique, hein, les comebacks aussi, et c'est quand même très drôle. Voilà, c'est ça qui me fera toujours rire, ce sont le temps fou qu'ils ont pour prendre des points, mais évidemment ils attendent les dernières secondes pour se bouger le cul, quoi. C'est ça ça me fascinera toujours, ce genre de scénario. Voilà, ça c'est encore un grand classique qu'on retrouve dans les Iron Man match.
On passe au numéro 5. Alors ça aussi, c'est le point numéro 5 et le point numéro 4 hein, sont très ressemblants, hein, c'est un peu la même finalité. Mais c'est pas tout à fait la même situation. On commence par le numéro 5. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on bannit du ring ou même qu'on bannit d'une arène quelqu'un, cette personne revient toujours. Ambrose par exemple à Battleground 2014 sur Seth Rollins qui avait été banni par Triple H après que Ambrose du coup s'en était pris à Rollins en backstage et il avait réussi à revenir on ne sait pas comment. James Ellsworth dernièrement qui avait été banni par Daniel Bryan lors du Money in the Bank féminin, le deuxième du nom hein, à SmackDown et qui était quand même revenu même si finalement ça n'avait pas porté ses fruits comme la première fois mais bon Carmella s'en était sortie toute seule. Jericho qui revient aussi hein, attaquer Rollins lors d'un match de championnat contre Kevin Owens à Raw et qui était revenu dans le public avec un masque de Sin Cara, on s'en souvient, alors qu'il était banni aussi du ring. Alors tout ça, ça donne quand même une pâle image de la sécurité hein, des différentes arènes américaines, soit dit en passant. J'ai d'ailleurs à peu près la même chose à dire hein, dans mon point numéro 3 hein, qui va arriver d'ici très peu de temps. C'est toujours drôle à voir hein, parce qu'on ne sait jamais comment ils sont venus et par où ils sont passés. Ce sont des magiciens apparemment, mais ils s'en sortent toujours par une porte dérobée. On n'en sait rien, mais ils reviennent. Ils reviennent toujours inlassablement. Voilà, c'est ça qui me fera toujours rire. Le point numéro 4, donc c'est un peu dans la même veine. Ce sont les matchs soit à plusieurs type triple threat match ou Money in the Bank lorsqu'un lutteur est tabassé à l'extérieur du ring voire qui termine sur une civière, c'est-à-dire que la personne par exemple finit sur la table des commentateurs, elle est complètement KO, le service médical arrive avec la civière et tout le tout team, avec la minerve et tout. On croit alors que la personne concernée, que le blessé est hors course. Sauf qu'au final, la personne revient d'entre les morts, il revient dans le match, et on ne sait pas d'où il vient, mais il revient, quoi. Il a pris un senzu, sûrement, et il revient. On l'a vu dernièrement avec Nakamura, hein, qui s'était fait agresser dès le début, alors qu'il venait d'arriver il est arrivé sur le ring hein, de la rampe, il se fait attaquer dans le dos par Corbin. Il est agressé et évidemment il est revenu plus tard. On a vu Lesnar par exemple aussi qu'on a cru out hein, lors d'un triple threat match hein, qui a été très bon d'ailleurs contre Seth Rollins et John Cena. C'était dans un Royal Rumble hein, si je me trompe pas. Il était complètement KO et puis il est revenu complètement dans le match hein, alors qu'on le croyait complètement à l'ouest. Et on a vu aussi notamment Daniel Bryan sur une civière lors du fameux main event de WrestleMania face à Batista et Randy Orton. Il était sur la civière et finalement il s'est repris et il a continué le match. Et on pourrait citer aussi dans un autre style hein, alors là c'est pas un triple threat, c'est pas un Money in the Bank, mais là c'était le Royal Rumble 2016 où on avait vu Roman Reigns qui s'était fait tabasser par la League of Nations avec notamment Rusev qui avait porté un énorme splash sur la table des commentateurs à Roman Reigns qui était KO bien entendu, le tout sous la satisfaction hein, de Vince McMahon hein, qui avait vraiment pris Rusev dans ses bras, qui était très content puisque évidemment à l'époque c'était vraiment Reigns contre le reste du monde, notamment contre l'autorité. Le but c'était de l'annihiler. Mais malgré tout, Reigns avait fini par revenir dans le match. Après, on connaît la suite. Hein, Triple H est arrivé en dernière position et il avait fini par l'emporter. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de situations. Bien sûr, je peux pas tout citer, mais voilà, ce sont quelques situations récentes dans lesquelles dans laquelle on retrouve toujours quelqu'un soi-disant out et puis qui finalement revient d'entre les morts pour revenir dans le match avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. On passe déjà au numéro 3.
Alors ça, voilà, on va arriver vraiment dans les choses que j'adore et qui me feront toujours rire. En 3, donc, les bastons, les brawls, avec plein de sécurité autour, mais toujours un chemin à se frayer pour les lutteurs concernés. C'est-à-dire, ça c'est vraiment l'un de mes classiques préférés. Tu prends 2 lutteurs qui se haïssent, en général plutôt des mecs costauds, hein, voilà, des bourrins. Donc des bourrins qui se haïssent, qui se foutent sur la gueule à la première occasion. Et là, t'as généralement la sécu qui arrive pour s'interposer entre les 2 lutteurs, voire ton roster entier, carrément. Allez hop, t'as le general manager ou même le PDG, enfin le Vince McMahon, Triple H, Stephanie, Shane McMahon, enfin ça dépend des situations, qui arrive et qui appelle tout son roster pour s'interposer entre les 2 lutteurs. Mais quand même, malgré tout, au final, tout le monde est dégagé. Tout le monde à chaque fois valdingue et est envoyé valdinguer par chaque lutteur. Et au final, les 2 arrivent quand même toujours à se battre et à revenir et à se donner des coups, alors qu'ils sont quand même à 20 contre 2, quoi. Alors non seulement ça décrédibilise le personnel de sécu, mais aussi ça décrédibilise aussi tout ton roster, qui passe vraiment pour des mecs faibles. Comme si 2 hommes, certes assez costauds, hein, étaient quand même capables de repousser 20 catcheurs à eux seuls. Magnifique cohérence des choses, hein, mais moi personnellement je suis fan. Le dernier exemple en date, hein, bien entendu, c'était à l'écran. C'était lors du fight entre Samoa Joe et Brock Lesnar, hein, à l'approche de Great Balls of Fire. On se souvient aussi bien sûr de la même chose entre l'Undertaker et Lesnar, ou bien entre John Cena et Lesnar. Donc décidément, hein, Lesnar c'est quand même un grand spécialiste du genre. Parce qu'il faut, comme je vous disais, c'est quand même en général plutôt avec des types plutôt costauds, baraqués, qu'on a ce genre de brawl. Mais ça me fera toujours rire. Il arrive toujours à se dégager des griffes de la sécu ou des lutteurs pour à nouveau s'étriper. C'est quand même magnifique. On passe au numéro 2. Alors ça aussi c'est cadeau. Alors ça c'est un petit package de plusieurs situations, mais avec la même finalité, on va dire. C'est le même principe. Ce sont soit les ladder match, soit les steel cage match, ou bien les matchs de tag team, ou les tags de tag team plus exactement, où on a l'impression que le temps s'arrête, où tu as mis ta vidéo en mode 0,5 et tout est au ralenti pour dans le but de maintenir le suspense lorsque l'on grimpe l'échelle, soit lorsqu'on tente de s'enfuir d'une cage, ou lorsqu'on essaye de faire un tag. Là encore, ce sont de grands classiques du catch, mais moi ça me fait toujours rire. C'est comme si subitement les lutteurs s'étaient mis un boulet au pied et avaient perdu subitement de leur vitesse. Les montées d'échelle prennent des heures. Chaque palier devient un véritable calvaire à monter. 3 heures par palier. Les spectateurs s'arrachent les cheveux de voir autant de lenteur. Ils perdent un temps fou. Et bien évidemment, au final, ils se font reprendre par leurs adversaires. Hein, évidemment, vu que ça prend 3 quarts d'heure. Même chose pour les matchs en cage, où chaque tentative d'évasion, que ce soit par le haut de la cage ou bien par la porte, est aussi d'une lenteur pachydermique, alors qu'il suffirait d'accélérer un peu le pas pour sceller le match. Mais là encore, ça traîne, et les adversaires reviennent alors et parviennent à retenir le lutteur par les jambes. Très grand classique ça aussi. Et en ce qui concerne les tag teams, les matchs tag team, on trouve souvent aussi parfois des lutteurs qui ont été longtemps malmenés, qui réussissent finalement à se réveiller en sonnant quelque peu leur adversaire, l'espace d'un instant, sauf qu'à ce moment-là, le lutteur est éreinté et se traîne par terre en rampant comme une limace, en essayant de se rapprocher le plus possible de la main de son partenaire afin de procéder au hot tag. Donc c'est souvent le face qui est dans cette situation. Mais là aussi, c'est à s'arracher les cheveux. On se demande ce qui branle. Et évidemment, ça marche, car au final, les fans sont en PLS et crient comme des veaux. Donc c'est bien sûr toujours quelque chose d'énervant pour nous, qui sommes derrière notre écran. Mais c'est aussi ça, le catch, il faut le dire. Mais c'est quand même quelque chose qui
qui peut nous énerver, quoi. En tout cas, moi, ça me gave de voir cette lenteur, de me dire, mais putain, mais mine ton cul, grimpe cette échelle, grimpe cette cage, fais le changement, bordel. Voilà, ça c'est le genre de choses qui me gave. Et bien sûr, le numéro 1, ça c'est beau, c'est beau, j'adore. C'est quelque chose, on n'en parle pas souvent, mais moi je trouve ça très drôle. C'est ce que j'appelle la fameuse ligne imaginaire, le mur imaginaire entre le ring et la rampe. Ça, franchement, je kiffe. C'est tellement drôle et c'est tellement hors de sens. Je m'explique. À chaque feud, on le voit un peu sur ma photo, lorsqu'on voit une confrontation entre deux rivaux, que ce soit en deux rivaux en simple ou même en tag team, peu importe, voire des bandes entre elles, et lorsqu'il y a une rivalité, une confrontation, il y a une image qu'on voit pratiquement à chaque semaine, dans tous les shows, à chaque rivalité, on voit un lutteur planté sur le ring, qui est généralement le face, et à l'extérieur, on en voit un au niveau de la rampe, donc entre le Titantron et le ring, qui est généralement donc le heel. Et ce qui me fait rire, c'est que le segment s'arrête toujours comme ça, avec un espèce de duel de regard entre les deux lutteurs, mais jamais l'un ou l'autre n'a l'idée de venir poursuivre son adversaire, et comme si il y avait une ligne imaginaire qui existait entre le ring et la rampe du ring, et comme s'il était interdit de franchir cette ligne. Du coup, on est frustré et on laisse chaque lutteur à leur place, sans rien faire, et le segment s'arrête comme ça. Alors évidemment, là aussi, c'est du grand classique du catch, histoire de nous teaser la suite de la rivalité, ou bien de faire monter la sauce, ou bien de nous teaser le match du pay-per-view qui va arriver. On fait en sorte à ce moment-là donc d'éviter la confrontation physique afin de donner envie au public de voir leur match. Du coup, on a droit à des segments comme ceci. C'est surtout drôle parce que si on compare ça à une bagarre de rue par exemple, dans la vraie vie je parle, imaginez deux gars qui se détestent, qui ont envie de se foutre sur la gueule, mais qui ne font que se toiser comme ça, sans jamais se toucher. Ça serait vraiment risible. Alors c'est le catch, encore une fois. Mais je trouve ça très drôle de voir comme ça, c'est cet immobilisme du gars sur le ring et de l'autre qui est à l'extérieur, qui se regarde, et l'autre qui dit « Viens, mais viens !» Comme ça. Sauf que l'autre il bouge pas, il reste à l'extérieur. Au lieu qu'il y ait une course-poursuite, au lieu que l'un ou l'autre vienne chercher l'autre, quoi. Il n'y a rien, ça reste figé. Et ça me fera toujours rire. Et ça, c'est encore un énorme classique du catch. Pas que de la WWE, mais un grand classique du catch. Alors, comme je vous disais, j'en ai fini avec mon top 10. Et donc, je vous rajoute mon petit bonus auquel j'ai pensé plus tard. Donc, hors classement, hors compétition. C'est aussi, bien sûr, dans les Money in the Bank ladder match ou bien les ladder match. En fait, dans tous les matchs où il y a quelque chose de suspendu, donc ça peut être aussi un contract match, c'est un peu plus rare. Enfin, partout où il y a un truc de suspendu, même si les contracts c'est un peu plus compliqué à faire, c'est le spot classique, hyper classique, qu'on retrouve quasiment à tous les coups. C'est lorsqu'un lutteur se retrouve suspendu dans le vide, les pieds dans le vide, en train de retenir soit la ceinture, soit la mallette. Ce qu'on a vu dernièrement avec AJ Styles au Money in the Bank, qui a fini par d'ailleurs s'écraser comme une merde. C'est une image toujours spectaculaire, mais en général qui est jamais payante, puisqu'à chaque fois ça se finit de la même façon, avec le lutteur suspendu qui finit par se faire descendre par l'un ou l'autre de ses adversaires. J'attends d'ailleurs le jour où un lutteur arrivera à décrocher soit la mallette, soit la ceinture en se laissant suspendre. Le mousqueton qui pèterait alors sous le poids du lutteur, et du coup le lutteur qui arriverait à redescendre avec la ceinture ou la mallette en main. Ça pourrait être au moins quelque chose d'original à faire, et j'aimerais vraiment que cela arrive un jour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur mon petit top 10 des lubies et des grands classiques du catch, et notamment de la WWE. Alors
J'aimerais que vous me disiez aussi, je vous laisse réfléchir et de vous dire ce que vous préférez déjà dans mon classement, ce qui vous interpelle le plus, et s'il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, que vous aimeriez ajouter à ce classement. Qu'est-ce que vous auriez ajouté comme grand classique du catch? Je sais bien qu'il y en a d'autres, hein, donc je peux pas tous les donner, et donc j'ai essayé de réfléchir aux choses qu'on revoit le plus souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'était un petit bonus donc, de fin de semaine, donc j'attends vos retours. En tout cas, passez un bon dimanche, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ce seront les pronostics de Battleground, qui a déjà lieu la semaine prochaine. Donc on fera une vidéo complète. D'ici là, passez une bonne fin de dimanche. Et bien entendu, n'oubliez pas, vive le catch! Ciao!